Bonjour, comment ça va bien? Bienvenue à commencer. La Faillou. On vit dans un pays qui affiche un attachement total aux valeurs de droits de l'homme, un attachement total à une forme d'antiracisme. Mais dans les faits, quand on regarde les chiffres, on constate que c'est hyper inégalitaire. Parce que perpétuer des inégalités à l'écran, c'est favoriser la perpétuation de ces inégalités dans la société. Je m'appelle Aïssa Maïga, j'ai 45 ans, j'habite à Paris. Je suis actrice et aussi réalisatrice. Je viens de sortir mon premier film co-réalisé avec Isabelle Simeoni qui s'appelle Regard Noir. L'idée c'est de, à travers l'expérience des femmes noires, de faire bouger la société, de faire bouger les lignes sur la question de la représentation et sur la question des images qu'on projette, de l'importance qu'elles ont sur nos imaginaires et au-delà des imaginaires, de ce que ça provoque dans la société. En fait, on crée un stéréotype à l'image et ça se répercute dans la société. C'est assez magique. Je suis une femme originaire d'Afrique de l'Ouest. Je suis française. Et je suis engagée pour l'égalité, plus précisément dans mon métier, dans mon secteur, la fiction, la représentation à l'écran. Être engagée, ça veut dire que lorsque tu es témoin d'une situation d'injustice qui se perpétue, tu es en mesure de t'élever contre ça. Et du coup, pour moi, l'engagement, c'est sortir de cette zone de confort et être capable, je sais pas, de se battre pour ses idées en fait. Pour moi, raconter des histoires, c'est capital, c'est fondamental. Quand on regarde les grottes des hommes préhistoriques et qu'on voit qu'à l'époque déjà ils dessinaient, ils projetaient des situations, ils racontaient des histoires. Et en fait, les histoires nous structurent, les histoires nous aident à grandir, les histoires nous aident à vivre. Pour moi, ce qui est capital, c'est que toutes les histoires puissent être racontées. Le cinéma, c'est vraiment une histoire de regard. D'abord du point de vue du spectateur, mais aussi de la personne qui réalise le film et qui va choisir où placer sa caméra, comment la placer, qui il met devant la caméra. Et le regard, c'est aussi être capable de voir le monde autour de soi. Et Regard Noir, c'était l'idée de convoquer la question de l'altérité, la question de la couleur de peau, parce que en réalité, toute cette histoire de couleur de peau qu'on aimerait dépasser, pour la dépasser, en fait, il faut la traiter. Cette question du rejet ou de l'invisibilité ou des stéréotypes. Et en 2020, on a vu affleurer, mais d'une façon à la fois explosive et éclatante, la condition noire au niveau mondial à travers le mouvement Black Lives Matter. Et cette condition noire, on voit bien qu'elle n'appartient pas qu'aux Noirs. Elle appartient aussi à toutes les personnes qui défendent une idée d'égalité sociale, de justice sociale. Et c'est pour leur dire, regardez, venez dans mon regard. Regardez comment je vois les choses, comment j'ai mené une réflexion depuis très longtemps maintenant sur tous ces sujets. Et l'idée, c'était d'aller au-delà des frontières françaises. Aller dans un pays auquel on ne pense pas beaucoup de ce point de vue-là, en France, qui est le Brésil, et qui pourtant est un lieu incontournable parce qu'il y a 54% de Noirs et de Métis. Ils sont majoritaires. Et pourtant, vous allumez votre télé au Brésil, vous ne les voyez pas, quasiment pas. Et donc, on a choisi aussi d'aller aux États-Unis. Tout le monde connaît Martin Luther King, Angela Davis, Malcolm X, etc. On connaît l'histoire des luttes pour les droits civiques et on sait que les luttes des Noirs aux États-Unis, les luttes pour leurs droits, ont permis à d'autres populations de s'émanciper. Les peuples noirs américains créent des dynamiques qui ont un retentissement mondial à chaque fois. C'est un slogan majeur, c'est au-delà du slogan. C'est 3 femmes américaines qui sont à l'origine de ce slogan. Un slogan qui résonne à chaque fois, et malheureusement ces fois sont très très nombreuses, qu'un corps noir, un homme ou une femme noire est assassiné par la police. J'ai juste vu qu'il se passait un truc et j'ai cliqué et le temps s'est littéralement arrêté. Et cette sensation que j'ai eue hyper animale où mon corps tremblait de l'intérieur et je pouvais plus respirer, je pouvais plus penser, j'étais en crise. Je me suis dit en fait, moi je suis pas différente des gens. Donc si je suis dans cet état-là, c'est que là,
beaucoup de gens doivent être dans cet état-là. Et que là, il va y avoir un avant et un après. Et là, ce slogan qui existait déjà a repris toute sa puissance d'évocation. Et quand le 2 juin, autour du comité Adama, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies à Paris et que j'ai vu toutes ces pancartes et cette jeunesse mélangée, des noirs, des blancs, des arabes, des asiatiques, des gays, des trans, des juifs, vraiment des gens qui tenaient à montrer aussi qui ils étaient, aussi du point de vue de l'appartenance à un groupe. Là, je me suis dit, ok, il y a un vrai shift, parce que cette jeunesse-là, elle n'est pas d'accord. Les Césars 2020, ça m'évoque une académie qui est en train d'imploser, dans laquelle on réalise qu'il y a 8 femmes pour une quarantaine de membres, je crois. On réalise aussi que cette académie est toute blanche, dans un pays métissé. Les révélations d'Adèle Haenel sur les violences sexuelles, les viols qu'elle a subis adolescente de la part d'un réalisateur, et cette enquête incroyable qui est passée sur Mediapart et qui a créé une espèce de faille dans le temps. On se disait, ok, il y a eu Me Too, Time's Up, mais en France, il y a très peu de révélations, il y a très peu de choses qui se disent. Et là, il y a une actrice qui s'empare de sa propre histoire, et d'une façon extrêmement éloquente, absolument sincère et absolument politique. C'est-à-dire qu'elle permet d'énoncer des concepts à travers sa propre histoire et de permettre... C'est comme si elle donnait le relais à des dizaines de milliers de personnes en même temps. D'un seul coup, les gens peuvent se saisir de ça, de ce qu'elle a dit, de la façon dont elle l'a articulé, pour raconter leur propre histoire, pour se défendre, pour se réunir. Enfin, ça a été extrêmement puissant. Les 12 nominations de Roman Polanski, sur fond de 12 accusations de viol, de 12 femmes différentes. Une académie donc qui plébiscite un réalisateur au nom de l'importance de son œuvre versus peut-être le détail que c'est, toute cette liste d'accusations de viol. Et puis, il y a cette invitation que me font l'Académie et Canal+, à laquelle je réponds positivement avec une condition qui est que j'ai une totale liberté de parole, ce qu'ils ont accepté. Et donc pour moi, il n'était pas possible d'arriver au devant d'une académie comme ça, sans raconter. J'étais déjà en train de faire le documentaire, en train de mener cette enquête. Je le savais intuitivement, mais là, j'avais des éléments tangibles face à moi. Si les élites décidaient vraiment que c'était une question centrale, capitale, fondamentale, cette question d'égalité, au-delà de la couleur de la peau, ils auraient déjà fait ce qu'il fallait. Nous, on a survécu au whitewashing, on a survécu au blackface, n'est-ce pas, Florence? On a survécu aux tonnes de rôles de dealers, de femmes de ménage à l'accent Buana, on a survécu au rôle de terroristes, on a survécu à tous les rôles de filles hyper sexualisées. Et en fait, on voudrait vous dire, on ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Donnez-moi un verre d'eau, je suis en train de me dessécher là en fait. Je refuse de ne pas prendre la parole par peur de ne pas travailler. Et c'est pour ça que j'ai aussi montré qui j'étais dans ce film Regard Noir en sortant quelques archives, peu, mais j'en ai beaucoup d'autres, de moi il y a plus de 20 ans. Très peu de rôles qui sont écrits pour nous et les rôles qui sont écrits la plupart du temps sont très réduits ou réducteurs. Finalement, on n'a pas une réelle place ici. Parce qu'en fait, ce discours, je l'ai toujours eu. Ça m'a jamais empêché de travailler finalement. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler avec moi, mais si c'est la raison, moi non plus, je ne veux pas travailler avec eux, donc tout va bien. Et puis par ailleurs, je reçois énormément de soutien. Et ça me porte. Et puis moi, je sais qui je suis, tout simplement. Hein. Honnêtement, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Mais parmi ces raisons, il y a mon héritage. Mon père était un journaliste très engagé, il est mort quand j'étais jeune, mais j'ai un souvenir extraordinaire de cette personne qui m'a légué beaucoup de choses. Mon père s'appelait Mohamed Maïga. C'était donc un journaliste malien, basé en France. Il a fait ses études à Dakar où il a rencontré ma mère et ensuite il a poursuivi ses études au Canada et aux États-Unis et je pense que ce sont des voyages qui l'ont extrêmement marqué au début des années 70. Ça lui a donné une vision du monde assez forte pour ce qui est des luttes que menaient les peuples opprimés à l'époque. Et il a travaillé à Jeune Afrique, puis à Africasie, qui était un journal révolutionnaire, donc mon père était plutôt très à gauche, on va dire. Et il a rencontré, à la fin des années 70, un jeune capitaine de l'armée de la Haute-Volta, pays qui s'appellera ensuite le Burkina Faso.
Et ce capitaine s'appelait Thomas Sankara. This one's with Tom Sankara, positive man from Burkina. Et Thomas Sankara, il est considéré comme le Che Guevara africain. C'était un homme absolument exceptionnel, écologiste, féministe, anti-impérialiste évidemment. C'était quelqu'un qui s'inscrivait vraiment dans le peuple. Il estimait qu'il faisait partie du peuple. Et c'était un homme hyper intègre. Et le Burkina Faso s'appelle, ça veut dire la terre des hommes intègres. Mon père est mort en 1984, le 1er janvier. Il a été empoisonné pour des raisons qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été totalement élucidées. Et donc il a contribué à la révolution burkinabé auprès de Sankara. C'était un de ses proches conseillers, ils étaient très proches. Mais il a pas pu voir advenir ce pourquoi il s'était battu, parce qu'il est parti trop tôt. Et Thomas Sankara lui-même a été assassiné en 1987. Donc c'est une histoire qui est assez tragique, qui est l'histoire de jeunes hommes africains. Ils sont morts respectivement, mon père à 33 ans et Sankara à 37 ans. Et c'était des jeunes hommes africains absolument convaincus que ce continent devait s'en sortir collectivement à travers l'idée du panafricanisme. Et ils ont légué un héritage colossal. Et c'est à nous aujourd'hui de nous en emparer, au-delà des frontières africaines elles-mêmes, parce que leur construction politique, leur vision, leur humanisme sont une vraie nourriture spirituelle pour nous. Je suis très fière de mes enfants. Je suis très très fière des valeurs qu'ils développent. C'est des belles personnes. Je suis fière de les voir grandir, devenir des adultes petit à petit. Et puis je suis fière du lien qu'on tisse. Et j'ai juste envie de les regarder prendre leur place, s'épanouir, grandir. Et puis venir voir maman souvent quand ils seront plus avec moi. Je suis fière de ma capacité de résilience. Ouais, ça c'est un vrai motif de fierté parce que je me suis vraiment battue. Pour guérir. Ça s'est pas fait tout seul. On m'a pas donné un coup de baguette magique un jour pour guérir. J'ai eu des moments d'errance psychique, des moments où c'était dur de vivre, des moments où j'avais plus du tout confiance en moi, des moments où je ne m'aimais pas, des moments où je me sentais pas du tout à la hauteur, des moments où j'avais une tristesse qui était sans fond, sans fin. Et s'offrir la chance de guérir de tes blessures, c'est le plus beau cadeau. Je crois que c'est la fin de l'interview. De toute façon, t'as une interview toi-même derrière, tu m'as dit. non, c'est pas fini. Et qui t'a aidé en fait? Qui ont été les gens qui ont été autour de toi et qui t'ont porté? Les gens qui m'ont aidé, c'est les personnes qui m'ont aimé en fait. Qui m'ont vraiment aimé. À commencer par les figures parentales, vraiment, les parents, mais les autres parents, ceux qui deviennent les parents dans la vie, comme ça. Les personnes qui m'ont aidé à vivre sont mes amis, mes copines, franchement. Même les amis qu'on voit plus des fois, on sait ce qu'on leur doit. Mon dernier éclat de rire, c'était pas plus tard que tout à l'heure avec Fatou Birama. Pourquoi? Mais parce que la go a la verve. Elle fait trop rire. Et la dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il n'y a pas longtemps, madame. Si je devais passer un message, je dirais connectons-nous. Ensemble, on est plus fortes. Au-delà des frontières, au-delà des métiers qu'on fait, au-delà des langues, au-delà. Je pense que aujourd'hui, il faut vraiment que les femmes se connectent avec leur force, la force qu'elles ont collectivement.
Le mot de la fin, eh bien, merci le Spot Afrique. Merci pour la force. Merci pour cet espace et merci pour tous les portraits de personnes passionnantes qu'on va découvrir grâce à vous. Merci. Merci. J'y vais. Spot Afrique.